Un mec qui parle trop. The Good Post qui commence avec un générique qui, pour une fois, fait court. Ah, chers amis, c'est Fortez que je vous retrouve cette semaine encore une fois pour The Good Post. Le bon endroit, le bon moment, la bonne sortie, le bon sujet, le bon article, le bon podcast. Tout est bon dans le jambon. Ah! Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, comme d'habitude, vous allez me dire, mais non, tous les Good Posts sont spéciaux, c'est-à-dire aucun ne l'est réellement, mais vous qui avez l'oreille, vous qui avez cette intuition, cette lumière dans l'œil, cette chose que je remarque dans la rue à plusieurs kilomètres, parce que je vous connais, on se remarque, quand on se croise, il y a quelque chose qui se passe, on se dit, cette personne, je la connais plus ou moins. Eh bien, vous, et personne d'autre, vous avez le talent pour décerner dans le salmigondi de mes errances psychologiques et de mon délire de palabres ininterrompues et éternelles, la qualité, le fond intéressant, le 0,000000001% qu'il faut garder de tout ce bordel qui sort de ma bouche sans arrêt. Et donc, je suis Fortez de vous retrouver, chers amis. C'est un mec qui parle trop, de Good Post. Allez, c'est parti. C'est chaud. Il fait trop chaud. Je devrais vous parler certainement d'un film qui se passe dans une région glaciaire, n'est-ce pas? Je vous avais parlé de plusieurs films la semaine dernière, notamment sur ma critique de Rambo Last Blood, de plein de films qui se passent dans la montagne. Oui, j'aurais pu encore aller vers ça, mais je trouve que j'ai préféré prendre le terme chaud, le terme canicule pour un sujet délicat. Polémique peut-être pas, probablement pas, et en même temps, je vais aborder une série aujourd'hui, série télé qui s'appelle Cursed, La Rebelle en version québécoise. J'adore quand ils font ce qu'ils veulent avec les titres. Bref, on n'est pas mis en France, mais quand même, je trouve ça super sympa. Oui, c'est une attaque gratuite, c'est une petite crotte de nez envoyée aux Québécois. Parce qu'ils ont toutes les qualités du monde. Ils sont intelligents, ils sont affables, ils sont drôles, ils sont mesurés, ils ont des présidents qui ont la classe. Enfin bon, ça va, au bout d'un moment, quoi. Ils vont arrêter de se foutre de notre gueule et de nous faire passer pour les vieux cons du continent. Donc, de temps à autre, on accepte qu'on est des grosses merdes, mais on leur envoie une petite crotte de nez, juste histoire d'équilibrer le machin, de leur faire descendre légèrement d'un piédestal qu'ils méritent largement, mais qui est un petit peu trop quand même, et qui nous fait un tout petit peu trop d'ombre, alors que nous aussi on voudrait en fait les garder devant nous pour se protéger du soleil, parce que la canicule ça fait quand même bien chier. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc Cursed, série télé Netflix, sorti en 2020, si je ne dis pas de bêtises, à la date du 17 juillet, et qui est donc un projet un peu particulier, et l'angle par lequel j'aimerais l'aborder aujourd'hui est celui des adaptations de l'heroic fantasy de séries télé, qui s'est beaucoup développé, et on va bien sûr parler de Daenerys Targaryen et de tous ses copains, mais pas seulement, mais aussi de beaucoup, énormément d'adaptations, et pour ceux qui n'auraient pas compris, beaucoup donc d'adaptations de la légende du roi Arthur. Et oui, encore une, vous allez me dire, il y en a marre, c'est chiant, ça gave, oui d'une certaine manière, et en plus là c'est raté, donc forcément vous avez raison en fait. La décadence est en marche. Donc Cursed, nouvelle adaptation tirée d'un roman écrit par Frank Miller et Tom Wheeler, si je ne dis pas de bêtises, qui adaptent eux-mêmes le roman donc en série télé. Je vais vous parler après un peu de Frank Miller, de Tom Wheeler aussi, pour que vous découvriez qui c'est. Frank Miller, j'en ai déjà parlé un petit peu dans ma critique de 300, c'est un personnage relativement intéressant, artistiquement intéressant, humainement et politiquement c'est pas bon, c'est peut-être une sous-merde, voilà, présenté, quelque part c'est peut-être une sous-merde. Mais avant d'expliquer cette attaque gratuite et complètement déplacée face à un gars qui a fait des œuvres formidables que j'ai eu un plaisir fou à lire, comme par exemple Sin City, extraordinaire bande dessinée, 300 et autres, mais je vais vous parler en long, en large, en travers de Frank Miller après, donc on va aller vite vers le plan
de ce podcast. Oui, aujourd'hui, on va continuer notre nouvelle rubrique des news qui ont l'air de plaire, ça fait plaisir. Donc des news, on va parler d'une petite news qui n'est pas arrivée dernièrement, mais bon, comme c'est intéressant qu'elle est un petit peu polémique, on va un petit peu on va un petit peu se prendre la tête, se cracher un petit peu à la gueule, c'est pas grave, après les crottes de nez, le crachat, on va bien finir par arriver au fluide corporel un peu plus sensuel et chaud. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon cul, là ? Donc les news, ensuite on présentera un petit peu notre univers, comment on va réfléchir un petit peu autour de cette série Cursed, notamment dans sa tentative d'adaptation, dans sa tentative de comment dire, d'être une nouvelle série d'heroic fantasy dans un finalement un domaine qui est de plus en plus exploité avec de plus en plus de variété et de qualité, les séries télé, le streaming ayant vraiment accéléré le financement de séries d'Heroic Fantasy, et depuis Game of Thrones, on commence vraiment à aller très très loin sur l'Heroic Fantasy, et Cursed arrive presque en retard, donc c'est très intéressant. C'est aussi une nouvelle adaptation, comme je disais, du roi Arthur, et de tout son univers, de toute sa cosmogonie, donc ça aussi c'est extrêmement intéressant, ça pose beaucoup de questions de fond, et c'est une série Netflix, donc avec toujours ce couperet au-dessus de la tête de est-ce que la série va continuer, mais elle a eu en même temps des moyens pour tenter quelque chose. A-t-elle réussi avec les moyens que peut proposer Netflix aux États-Unis, ce qu'elle tentait de faire? Bref, on va déjà vous présenter un petit peu ça avant d'attaquer le pitch et la critique. On aura bien sûr, avant la conclusion, la fameuse question, la question elle est vite répondue, et on finira donc avec une petite conclusion pas piquée des hannetons, avant de passer une excellente soirée tous ensemble dans la boîte du Macumba Night. Et c'est parti, vas-y Dédé, mets-nous la musique. La news de cette semaine. La news de cette semaine nous arrive directement de Twitter où il se passe des choses graves. Il se trouve que In The Panda a donc eu une altercation avec Rage Gorilla. Les deux youtubeurs à succès en sont venus littéralement aux mots difficiles et les mots politiques, l'un considérant l'autre de manière désuète, In The Panda considérant Rage Gorilla comme un macroniste convaincu, considérant qu'il s'agissait d'une insulte, alors que Rage Gorilla de son côté considérait que ses idéaux politiques sont les siens et a donc répondu avec une certaine, tranquillité matinée d'une certaine forme de violence froide. Le YouTube Game est en sueur, la violence est au maximum. C'est aujourd'hui dans notre reportage le sujet. YouTube est-il le nouveau monde des nazis? Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent podcast sans le vouloir, mais bon, on va en reparler quand même. Donc la news de cette semaine, c'était il y a 2-3 semaines, eh oui, décidément un mec qui parle trop fait les choses comme tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il fait la news d'il y a 3 semaines. Voilà, je crois que là on a vraiment résumé tout l'échec de ce podcast, tout ce qui merde dans la vie d'un mec qui parle trop et qui fait que grosso modo sa vie est une sorte de spirale vers la médiocrité. Je crois que là c'est vraiment la news d'il y a 3 semaines, je crois que là on est vraiment dans le mec a tout compris au podcast game, c'est réglé, c'est la route du succès là. This is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. La news de cette semaine, donc, c'est la fameuse altercation qui a lieu entre In The Panda et Rage Gorilla. Pour vous faire un petit peu une chronologie de l'histoire, In The Panda a sorti d'abord une vidéo sur YouTube pour critiquer le fait que Disney n'allait donc pas diffuser Mulan dans salle de cinéma, mais sur son service de streaming, en faisant payer, comme grosso modo, un droit de visionnage en plus de l'abonnement alors, nouveau service de streaming Disney+, qui est en train de cartonner. Pour la petite parenthèse, Disney+, est en train littéralement de devenir une hégémonie du streaming payant, puisqu'ils sont déjà, si j'ai bien compris, à 60 millions d'abonnés, alors qu'ils prévoyaient d'arriver à ce chiffre aux alentours de 2023-24, et ils l'ont déjà atteint en l'espace de à peine 6 mois, un peu moins d'1 an, d'exploitation de leur site de streaming. Donc autant dire que c'est un nouveau monstre, un nouveau golem qui va probablement avoir une très très grosse puissance et qui risque de beaucoup générer ce que le cinéma hollywoodien va pouvoir proposer, mais indirectement du coup aussi le cinéma français, et donc les exploitants aussi de cinéma français qui sont, comme tous les exploitants de cinéma européen, inféodés aux blockbusters et aux gros titres américains. Il se trouve que ces dernières années,
Les remakes faits par Disney, hein, tous aussi discutables les uns que les autres, même si je ne les ai pas tous vus. Les fameux remakes live qui font beaucoup polémique parce que tout simplement ce sont souvent des films sans intérêt qui sont simplement des reprises avec une idée souvent foireuse derrière, n'est-ce pas le Roi Lion, pour mettre le film en live, mais grosso modo ça marche, le public y va, ce sont d'énormes succès. Le Roi Lion en live avec les fameux lions vivants en 3D CGI super réaliste qui servent à rien, c'est un film complètement raté. Allez voir la critique de mon ami Link the Sun et je pense que vous aurez fait le tour de la question sera vite répondue. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone? Le Roi Lion donc en live, c'est 1,8 milliard au box-office mondial, donc autant vous dire que c'est pas les projets de traduction live des dessins animés Disney, non seulement ça va continuer, mais ça va être de plus en plus des gros budgets, et ça va être de plus en plus évidemment d'énormes blockbusters qui ramènent énormément d'argent. Je pense sincèrement qu'on va bientôt avoir une adaptation Disney qui aura un budget de type un demi-milliard, voire quasiment, voire un peu plus. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos que le gros budget d'un blockbuster, c'est en général grand maximum 350 millions, on dépasse très rarement, pour vous donner une échelle d'idée, Avengers Endgame c'est 400 millions de dollars, mais on est vraiment sur un projet qui était parti pour clairement faire le 2 milliards de dollars, voire plus, donc c'était pas du tout un risque arrivé à ce stade, mais c'est 400 millions de dollars, c'est énorme, c'est quasiment un demi-milliard de dollars pour produire un film. Il faut bien savoir qu'en général le palier fatidique de rendement d'un blockbuster, c'est 350 millions de dollars, et quand les studios y vont, en général, ils ne prennent pas de risques et ne font plus les erreurs qu'ils ont pu faire par le passé sur certains films, de mettre autant sur des projets qui en fait étaient finalement pas si verrouillés que ça. Donc la grande moyenne des blockbusters, c'est entre 100 millions et 180 millions de dollars. C'est déjà des chiffres qui défient l'imagination, mais c'est juste pour vous donner une échelle d'idée. Dès qu'on passe au-dessus, c'est des projets sur lesquels les studios dans lesquels les studios mettent énormément d'espoir que ça va cartonner et qu'il y a plein de pognon, que la machine à pognon va se déclencher et qu'ils vont pouvoir se baigner dans leur grand coffre-fort rempli de pièces d'or, évidemment. Picsou style. Pourquoi nous et pas eux? Donc, Mulan et les adaptations live de Disney sont d'énormes vaches à lait pour le cinéma actuellement, et donc quand Disney décide, à cause de la crise du Covid, à cause de la mise en attente de ce projet, de le diffuser sur son service de streaming, c'est parce que de 1, évidemment les abonnements ont explosé, de 2, ils savent que les gens vont être prêts à payer et ils veulent prendre le risque, et ils ont aucun risque à prendre, parce que si le film ne marche pas sur le streaming, ils le sortiront au cinéma. Vous voyez, ils ont vraiment, c'est les premiers dans le domaine, et ils dominent le marché, donc ils n'ont pas peur de prendre ce risque, et ils savent très bien qu'ils peuvent le rentabiliser, et que si dans un mois ils disent écoutez, finalement on va le sortir dans les salles de cinéma, toutes les salles de cinéma vont dire ok, c'est super, allez-y, amenez la vache à lait, qu'on puisse la mettre à mort et pomper tout le lait qu'on peut avant ça. Donc vous avez compris le délire, tout cela est cannibale, extrêmement horrible, on est tous dégueulasses à manger de la viande, et l'exploitation animale c'est vraiment dégueulasse. Oui, je suis vegan et même que je fais partie du PETA et je suis marié avec un canard, donc qui s'appelle Maurice et je l'adore, je l'aime, on a des enfants et vous êtes tous des idiots, vous n'êtes pas capables de comprendre ça et ça me rend très triste et c'est pour ça que ce podcast ça reste ici aujourd'hui. Voilà, salut. C'est tout. Sale cri de gueule. Oh non, mais remboursez de suite. Donc, au lieu de délirer sur n'importe quoi, évidemment, ça a fait réagir In The Panda qui a estimé que Disney s'attaquait frontalement aux exploitants. Il a donc fait une vidéo pour dénoncer ça, pour dire que Disney ne pensait qu'à eux et ne pensait pas du tout aux exploitants qui souffrent énormément du Covid et qui ont besoin de ces blockbusters et notamment de ces remakes Disney qui cartonnent et qui aident vraiment les petites salles à survivre, c'est très important. Donc il a pointé ça, il a dit que voilà, il a appelé les gens à aller au cinéma malgré tout, à bouder un peu Disney à ce projet, à ne pas laisser Disney s'installer dans ce type de manipulation, sachant que ce sont les maîtres du marché. Face à ça, Reg le Gorilla, donc, qui est un petit peu l'autre bord pendant de YouTube, a réagi au tweet de In The Panda en répondant avec un laconique
tout ce que tu critiques dans ta vidéo, ça s'appelle le capitalisme, et les salles de cinéma en France ne sont plus compétitives depuis longtemps, et ça fait longtemps qu'elles doivent se réadapter au marché, voir les choses autrement. L'industrie du cinéma, grosso modo, en France, et l'exploitation du cinéma en France est hypocrite, se base complètement sur les films américains pour se rentabiliser et faire rentrer des thunes au CNC. Donc, voilà, tu critiques le capitalisme, mais en fait, il serait temps de s'y adapter une bonne fois pour toutes. Ce à quoi a répondu évidemment In The Panda, bah voilà, la nouvelle génération des youtubeurs macronistes, elle est super motivante, et donc Reg Le Gria a répondu, et oui, chacun ses opinions politiques. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, et je vais vous en expliquer tout de suite. D'un côté, ce que dit Reg Le Gria est vrai, il faut le savoir. Hein. La première chose, c'est que le cinéma français est financé par qui? Les blockbusters américains. Oui, je sais, ça fait mal. On a envie de sortir les drapeaux et de dire non, c'est faux. Notre cinéma vit tout seul, on est les Français. Mais en fait, non, allons aux enfants. Là, non. Calmez-vous tous, rangez vos drapeaux. La réalité, c'est que le cinéma français est financé en grande partie par le CNC. Or, le CNC, pour faire rentrer de l'argent, sa plus grande entrée d'argent, ce sont les entrées de cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur chaque billet que vous payez, le CNC prend, je sais pas, honnêtement, je connais plus la proportion. Je pense que sur, par exemple, les 12 €, il doit avoir 1 €. J'en sais rien, honnêtement, je sais plus du tout. Disons 1 €. Donc, pour un film fait 100 000 €, le CNC touche 100 000... un film fait 100 000 entrées, le CNC touche 100 000 €. Vous voyez, en grosso modo, c'est un truc de ce genre-là. Je dis n'importe quoi, parce que, encore une fois, la proportion, je ne me souviens plus. C'est juste le principe que je vous explique. Donc... si le CNC touche de l'argent sur n'importe quel film qui sort au cinéma sur le ticket de cinéma, et ben les films qui font le plus d'entrées, le plus de billets de cinéma en France, je vous le donne en mille, c'est pas les films français. Je sais, c'est choquant, c'est triste. Bon, allez, on fait une minute de silence, on pleure tous parce que ça, je comprends que c'est dur à encaisser. Si ça continue, je crèverai seul, avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot. Écoutant sa propre voix. Oui, mais voilà, c'est la triste et dure réalité. Les blockbusters sont ceux qui font le plus d'entrées. Et donc, sur les tickets des blockbusters, ça s'arrête pas. C'est pas parce que le film n'est pas produit en France que le CNC ne touche pas de l'argent. Cela revient donc à dire que concrètement, ceux qui génèrent le plus d'argent d'entrée en France et qui font rentrer le plus d'argent au CNC sont bien les films d'exploitation américains, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Cette réalité-là pousse Reg Le Gria à considérer que le cinéma français n'est pas compétitif, que les exploitants ne sont pas compétitifs, puisqu'ils sont basés sur la réussite de films étrangers, donc de films américains, qui viennent créer de la vente. Les films français n'arrivant pas à faire autant d'entrées pour le même budget. C'est juste une réalité. Alors vous allez me dire, on n'a pas des films qui ont autant de budget. C'est vrai, mais si on accumule les productions françaises et ce qui est produit à l'année et qu'on fait un ratio, grosso modo, vis-à-vis de ce qui est investi et de ce qui est récupéré, effectivement, le cinéma français est moins rentable. Alors, c'est des questions très compliquées quand il s'agit d'œuvres artistiques, mais j'insiste, je me fais l'avocat du diable, j'essaie juste d'expliquer un peu le point de vue de Reg Le Gria. Donc, en ce sens, Reg Le Gria a raison. Le cinéma français doit de toute façon se repenser depuis longtemps, et le fait d'aller pleurer sur le fait que Disney ne sorte pas son film en France, donc que les Américains choisissent à un moment donné d'exploiter leurs produits comme ils le souhaitent, est grosso modo déplacé. C'est effectivement le capitalisme. On a choisi en France d'être un peu hypocrite, et de faire baser notre industrie sur les fonds de tickets de films américains. Et ben, si les Américains décident de plus sortir les films au cinéma et d'utiliser les sites de streaming, c'est leur produit. On n'avait qu'à nous préparer et anticiper ça. En ce sens, Reg Le Gria a raison, et In The Panda est un connard qui vient chialer comme une gauchiasse de merde. Voilà, donc le débat est terminé et s'arrête ici. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais bien sûr que non, évidemment, puisque le point de vue d'In The Panda est aussi intéressant. Ce que dit In The Panda, c'est que si déjà le cinéma américain fait énormément d'argent sur le territoire français, il est logique qu'à un moment donné, le territoire français dise « Oui, évidemment, le CNC fait de l'argent sur les tickets de vos films, mais en même temps, si vous exploitez en France, vos films font énormément d'argent, et cet argent, vous ne le volez pas, vous le récupérez. » Donc nous on récupère de l'argent en fait simplement pour nos exploitants, les cinémas à qui on donne de l'argent, à qui vous ne donnez rien pour que vos films soient distribués. Donc c'est donnant-dedans, vous voyez le truc? Et le cinéma américain en France, je peux vous le dire, ça fait un max de pognon. Allez demander à un blockbuster américain d'éviter le territoire français, ils vont vous dire non mais vous êtes fous. Ils font énormément d'argent en France, en sortie cinéma, en merchandising, en DVD, Blu-ray et autres. Je crois que la France est un des pays d'Europe des plus gros consommateurs de Blu-ray. Et je vous parle de blockbuster. Marvel, je crois, a vendu proportionnellement plus de Blu-ray
de sa série Avengers en France qu'aux États-Unis. Et quand on voit le prix d'un Blu-ray neuf, entre autres, ça calme, vous comprenez le délire. Donc, il y a un échange de bons procédés, et c'est trop facile de dire, oui, le cinéma français est produit par... Non, il faut mettre tout dans le panier si on veut discuter du projet. En ce sens, In the Panda est plutôt dans le vrai. Mais ce que In the Panda rajoute, et je pense que là, personnellement, je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'à un moment donné, si on veut de la singularité, il faut aussi qu'en France, on admette que nos petits cinémas ont besoin de ces films pour, grosso modo, faire venir du monde, faire rentrer de l'argent, et du coup aussi pouvoir diffuser des films que les grosses salles de cinéma, UGC et consorts, ne diffusent pas ou trop peu. Et cette singularité-là, cette originalité-là, eh ben, elle crée tout ce cinéma alternatif français qui est mine de rien très intéressant, qui est vraiment de grande qualité. Je sais que vous comme moi, nous n'en voyons pas assez pour pouvoir en parler. Souvent, quand les gens disent que le cinéma français c'est de la merde, ils parlent essentiellement des comédies et considèrent que c'est essentiellement ça qui est produit en France. Vous avez raison, hein. Je crois que le dernier ratio que j'avais vu en 2015 ou 16, c'était qu'il y avait 7,2 films français sur 10 par an, qui étaient grosso modo 72% des films produits par an qui étaient des comédies. Comédies dramatiques, comédies toujours, mais des comédies. Donc voilà, c'est un peu lourdingue, la production française, c'est aussi beaucoup stéréotypé, et la non-adaptation au capitalisme dont parle Reg Le Gorilla est absolument fausse, puisque les productions françaises ont compris depuis très longtemps qu'il faut que la comédie, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait rentrer du pognon, et on a de plus en plus de comédies. Donc l'adaptation au marché, elle est déjà là, les exploitants sont déjà en train de jouer le truc. Mais ce que dit In the Panda va plus loin. À un moment donné, si on veut avoir de la singularité, si on veut que des réalisateurs qui ont fait des choses singulières, et je vous parle régulièrement de réalisateurs qui font des choses singulières, qui font maintenant des blockbusters à Hollywood. Bon, par exemple, comme James Gunn, ce genre de mec, James Gunn n'aurait jamais pu développer son cinéma à Hollywood en acceptant le principe néolibéraliste. Il n'aurait jamais pu développer sa patte et ce style qui font maintenant l'unicité des films tels que Les Gardiens de la Galaxie. Je vous renvoie à mes 2 critiques et aux 2 coups de poste que j'ai sortis dessus. Un peu de pub, ça fait jamais de mal. Comment tu te crois, connard? Donc vous voyez, la singularité, malheureusement, elle est très très mal défendue par le capitalisme. C'est quelque chose qui est assez compliqué comme débat. Même si on peut revenir un petit peu à la base et dire c'est assez simple, d'un côté on a les néolibéraux tels que Reg Le Gorilla ou autres. Je pense pas insulter par exemple le Raptor dissident qui est un peu aussi dans le même type. C'est peut-être pas un néolibéraliste, mais c'est aussi un homme qui est quelque part derrière la droite économique, parce que lui par exemple, il fait beaucoup de vidéos dont le principe de base est de dire que le meilleur gagne. C'est des gens qui estiment que la réussite, tu l'obtiens par le travail, un peu de chance évidemment, mais par le travail, par l'abnégation, par l'intelligence par rapport à un contexte donné. Et le néolibéralisme, le capitalisme, c'est le renforcement de cette compétition, donc de cette singularité, donc de la possibilité d'y arriver. Donc dans ce sens-là, ça se défend. Mais en face, on a aussi des pensées qui disent... Il y a des gens, vous savez, on les a soutenus, genre James Gunn, dont je viens de parler, ils ont été soutenus par des systèmes alternatifs complets, et ils sont devenus très singuliers ensuite, et ils ont beaucoup aidé le néolibéralisme. Mais si au départ ils n'avaient pas été soutenus, ils n'auraient même pas pu émerger et ne pas exister. Eh oui! Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Donc vous voyez, sujet très complexe, très polémique. J'avais envie de vous parler de cette news parce que c'est un sujet qui va loin. L'opposition entre In the Panda et Reg Le Gorilla est un petit peu... pour le coup spectaculaire, c'est Twitter, tout ça, mais dans le fond, il y a un vrai débat de fond sur comment on fait pour soutenir la singularité, tout en étant compétitif dans un monde qui veut qu'on soit d'abord et avant tout essentiellement compétitif. Moi, je vais être honnête avec vous, je suis plutôt d'accord avec In the Panda, je pense que la singularité demande du soutien, demande de la compréhension, demande autre chose que de la mise en compétition. Et c'est très bien, il y a des gens qui dans la mise en compétition sont singuliers, font des choses formidables et tout, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on se coupe de vraiment une très très grande partie de la singularité. Et de la singularité, on en a besoin pour avancer, pour réfléchir les choses autrement. Vous savez, la singularité, c'est ce truc unique qui fait qu'une personne va vous apporter quelque chose qu'on trouvera nulle part ailleurs. Et ne pas, de mon point de vue, ne pas entretenir ça, ne pas chercher à faire éclore ça chez un maximum de personnes, c'est clairement passer au-dessus, passer à côté, plus clairement, de ce qui fait l'intérêt de vivre en démocratie, de vivre tous ensemble et de pouvoir s'exprimer. Donc,
L'hyper-compétitivité, je la comprends, elle a plein de qualités, elle fait sortir plein d'artistes extraordinaires tous les ans et tous les mois, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle crée aussi cet effet pyramidal qui fait que elle étouffe littéralement une très très grande partie de la singularité au prix d'une seule ou d'un groupe trop restreint qui malheureusement rencontre à chaque fois ses limites, crée une tendance, va au bout d'un cycle qui est très bien exploité financièrement, économiquement, mais qui, à mon sens, est aussi une négation à un moment donné de la richesse de développement artistique, philosophique, scientifique que l'on pourrait créer en soutenant de manière beaucoup plus large la singularité, plutôt qu'en laissant le principe pyramidal à chaque fois nous tirer dans une direction hégémonique qu'il est souvent très difficile de dévier ou de faire ralentir, alors que si on avait une pyramide un peu plus large ou tout simplement quelque chose d'un peu plus horizontal, on aurait probablement une plus grande richesse dans les débats et de plus grandes opportunités de vraiment évoluer avec des idées nouvelles et donc de nous proposer des systèmes que nous pourrions adapter à tous les niveaux. Là, je parle vraiment de manière très large. Vous voyez un petit peu l'idée. Bref, vous avez compris mon point de vue sur cette news. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Facebook, Twitter, Instagram, la totale évidemment, et un mec qui parle de wordpress.com. Vous connaissez l'adresse, les gars. Vous y êtes tous venus et vous avez raison. C'est un bar pour tout le monde avec de l'excellente bière. C'est un peu gélatineux, un peu. J'avais un doute. Et c'est pour ça que j'en ai pas mangé non plus. J'ai juste goûté du bout de la langue, j'ai dit, ça me plaît pas ça. Et ça me plaît pas pourquoi? Mais parce que c'est passé. Et ça c'est sensible. C'est le genre de truc hyper sensible. Et toi, tu donnes ça à bouffer à des clients? Et tu me donnes ça à bouffer? Putain! Donc, la série d'aujourd'hui, Cursed. Qu'est-ce que c'est Cursed? Cursed, c'est donc adapté d'un livre de Frank Miller et Tom Wheeler. C'est une série qui a été produite par Netflix, comme je vous l'ai dit, et c'est une nouvelle, c'est un nouveau roman et une nouvelle série qui adapte de nouveau de manière originale les légendes arthuriennes. Alors aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de vous parler de cette série seule. Je vais comparer avec d'autres choses pour vous expliquer pourquoi Cursed, et oui, spoiler, ça fonctionne pas. On va pas forcément faire un podcast très long dessus, enfin j'espère, mais je vais d'abord commencer par le début et vous parler un petit peu de Frank Miller. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres podcasts, mais on va faire le petit tour dessus puisqu'il s'agit c'est tiré d'un de ses romans et c'est une série qu'il a adaptée lui-même. Frank Miller, c'est donc un artiste d'abord, un dessinateur de bande dessinée, qui a notamment dessiné des œuvres extrêmement fortes qui ont vraiment beaucoup marqué le milieu de la bande dessinée, notamment dans les comic books, puisqu'il a scénarisé, et dessiné, si je dis pas de bêtises, le fameux comic book Batman Year One, qui était une adaptation extrêmement audacieuse à l'époque des débuts de Batman, qui seront adaptés indirectement par Christopher Nolan dans sa trilogie Batman Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc voilà, il y a quand même pire comme référence. Et il a fait plein comme ça de comics qui ont vraiment marqué beaucoup de monde. Il a du coup bossé sur quasiment tous les comics les plus connus, Spider-Man. Il a aussi travaillé sur John Carter, Warlord of Mars. Bref, il a fait beaucoup de bandes dessinées à succès et des scénarios originaux comme 300, Sin City, des one-shots qui ont absolument marqué les adaptations qui ont eu lieu ensuite comme Daredevil. Son adaptation à lui de Daredevil a donné lieu à la série, a clairement été la première source d'inspiration de la série télé Daredevil que je vous conseille de regarder, qui est excellente et sur laquelle j'ai fait 3 podcasts. Allez-y, écoutez ça vous donnera envie de mater cette excellente série, vraiment très bonne série, qui a des défauts mais qui, dans une adaptation de super-héros, est une excellente adaptation, et qui en plus était basée donc sur ce travail de Frank Miller, vraiment très bon. Les Daredevil de Frank Miller, je vous conseille de les lire, c'est vraiment du bon taf. Et il avait fait derrière du coup une adaptation d'Elektra qui, pareil, a beaucoup inspiré beaucoup d'auteurs, qui malheureusement n'a pas encore connu son adaptation, on va dire, ultime en série télé ou au cinéma, mais je pense que si un jour quelqu'un a les balls de prendre le Elektra de Frank Miller et de l'adapter, on aurait franchement un excellent film. En espérant que ce soit pas Frank Miller lui-même qui l'adapte. Et là, en vous disant ça, je spoil déjà un petit peu ce que je vais dire sur Cursed et sur le reste de la filmographie de ce cher Frankie. C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. Parce que Frank Miller, oui, ce n'est pas seulement des BD de qualité, beaucoup de choses comme ça qui ont vraiment marqué l'histoire de la bande dessinée, pour lesquelles il a eu beaucoup de prix, des Eisner Awards et des choses comme ça. Les Eisner Awards, par exemple, ce sont les plus grands titres
qu'on peut gagner en tant qu'auteur de bande dessinée ou de comics aux États-Unis. Donc avoir un Eisner Award, c'est un vrai gros truc, et Frank Miller le mérite largement. Il a vraiment rien qu'en prenant la série Sin City en bande dessinée, qui est fait avec ce superbe noir et blanc, 300 qui est une excellente BD, Elektra, Daredevil, enfin voilà, Batman Year One, c'est du gros taf. Frank Miller mérite largement d'être encensé en tant qu'auteur-dessinateur de bande dessinée. C'est un grand auteur de bande dessinée. On peut ne pas aimer le fond de son discours, mais je trouve que dans ses bandes dessinées, c'est très intéressant, très subtil. Pourquoi je dis dans ses bandes dessinées? C'est parce que il écrit aussi des scénarios, et comment dirais-je, c'est plus... Bah c'est moins... c'est plus... c'est... Voilà quoi, c'est pas très... formidable. D'abord et avant tout, Frank Miller s'est fait connaître en étant scénariste, puisqu'il a notamment participé au scénario de Robocop 2 à l'époque de Irving Kirchner, celui aussi de Robocop 3, avant de participer notamment à quelques adaptations en animation, notamment à des séries Batman. Il a notamment coécrit le scénario du terrible Elektra avec Jennifer Garner, avant de participer à l'adaptation de sa propre BD avec Robert Rodriguez, de signer lui-même l'adaptation de sa BD The Spirit, et c'est une catastrophe ce film, c'est un truc de fou. Il a aussi participé à l'adaptation de la série animée Batman Year One, que je n'ai jamais vue malheureusement. Bref, il a participé à pas mal de choses avant d'écrire de nouveau et de participer à l'écriture du film et de l'adaptation de Sin City, grosso modo 2, qui s'appelle Sin City, J'ai tué pour elle, et qui a été réalisé par Robert Rodriguez et lui-même. En tant que réalisateur, il a donc bossé, comme je disais, sur les deux Sin City et donc sur The Spirit. Bref, je n'irai pas vous conseiller de voir le film qu'il a réalisé tout seul, parce que The Spirit, c'est terrible comme c'est raté. C'est assez impressionnant, mais ça résume assez bien le problème quand il s'agit de Frank Miller et de ses adaptations. Il a été producteur aussi, il a fait un petit peu l'acteur. Mais grosso modo, si je devais résumer, Frank Miller, auteur, dessinateur de bande dessinée, ouais, super, extra. Réalisateur, scénariste, c'est de la merde. Il a donc bossé sur Cursed avec Tom Wheeler. Tom Wheeler qui est en fait un scénariste de séries télé depuis un moment, qui a pas mal bossé sur des films d'animation. Je serais pas surpris qu'il ait croisé Frank Miller à l'époque. Dans les trucs les plus connus, il a bossé notamment sur le scénario de l'excellent Le Chapeauté, l'excellent film d'animation Le Chapeauté, sur lequel je ferai peut-être un podcast, un de ces quatre, qui est vraiment très bon. Il a bossé ensuite sur pas mal de séries animées. Il a écrit notamment le scénario de la fameuse adaptation live de Dora l'exploratrice, qui est juste un truc, mais bon bref. J'ai pas vu le film, mais ça me faisait tellement rire comme principe que bon bref. Avant de bosser donc avec Frank Miller sur la totalité des épisodes de la série Cursed, qui est donc la série dont nous allons parler aujourd'hui. Alors Cursed, c'est quoi donc? Et c'est quoi ce qui c'est que c'est original ce truc? Eh ben on va d'abord vous pitcher tout ça avec un invité spécial qui va, je l'espère, beaucoup vous plaire. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secret d'Histoire, où nous allons nous intéresser aux racines de la royauté d'un immense roi célébré et honoré dans le monde entier alors qu'il vient de la perfide Albion. J'ai bien sûr nommé Arthur de Bretagne, Artorius, comme connaissent les vrais historiens. Et c'est l'histoire non pas d'Artorius dont nous allons parler directement ce soir, mais de son grand amour, de celle qui sera l'inspiration de son combat et de sa royauté. J'ai nommé Nimue, qui a été rebaptisée à travers l'histoire la Dame du Lac, celle qui donnera donc la fameuse épée Excalibur, épée symbolique, épée magnifique, tout d'or chromé, épée qui était donc celle des éléments fantastiques, des animaux féeriques de la forêt d'Angleterre, et qui ont donc créé cette épée magique qu'ils vont donner un jour à Nimue, qui va devenir leur représentante, et Nimue rencontrera dans la même période l'extraordinaire Arthur, voyant en lui la flamme du leader qu'il sera, et lui transmettra donc l'épée d'Excalibur. Alors ce soir, je ne parlerai pas seulement de Cursed, je vous parlerai aussi des personnes qui se sont attaquées lâchement à cette série, qui se sont pris pour des historiens, ou même pire que ça, des critiques de séries télé. Je veux bien sûr parler de
un mec qui parle trop, parasite de YouTube, être méprisable, qui n'a rien compris à la royauté, qui bien sûr vit dans l'ombre de ces personnages extraordinaires historiques et qui en profite pour se faire une petite gloriole de fils de pute. Oui, il faut le dire maintenant, je vais devoir en parler. Et je vais devoir vous parler un peu plus de sa vie, un mec qui parle trop, qui est, vous savez très bien, tout le monde le sait, un violeur d'enfants et surtout de curé. C'est Driver, chin chin, à la tienne, un nouveau style qui est venu pour te titiller. Bon, finalement, j'ai dû demander à Stéphane d'aller voir ailleurs s'il avait d'autres culs royaux à lécher, hein, parce que voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, ma vie personnelle ne regarde personne d'autre que moi, et le père Georges n'était pas du tout... il était consentant, voilà, donc vous arrêtez de... J'ai vu, il y a des gens qui mettent des messages et qui m'accusent de je ne sais quoi, je n'ai rien fait du tout, il était consentant, on s'est très bien entendu. Comment ça les enfants? Mais il n'y a pas eu d'enfants, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, le père Georges et moi, on avait des amis, c'est des amis qui avaient 5 ou 6 ans. Et ben voilà, écoutez, vous manquez d'ouverture d'esprit, nous on s'amuse beaucoup quand il y a des enfants. Voilà. Oui, effectivement, on faisait des jeux ensemble et on allait à la plage, et on portait pas de pyjama ou de... Mais oui, on n'avait pas de maillot de bain, je vois pas le problème. Mais non, mais tout ça, c'est des rumeurs, enfin, on s'est beaucoup amusé. Non, on s'est pas fait des câlins, on se tapait dans les mains, comme ça, tous très gentiment. Oui, à poil, comment ça, les traces de sécrétion Bon, écoutez, de toute façon, le sujet, c'est pas moi aujourd'hui, hein. Le sujet, c'est Cursed, ok? Donc... C'est le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement... Cursed, donc, comme vous ne l'avez pas compris grâce à ce pitch absolument raté par Stéphane, qu'il aille mourir en enfer, donc... Cursed, le principe de la série est non pas de s'intéresser à Arthur directement, mais à Nimue, qui est en fait donc la Dame du Lac, qui est dans... La Dame de Lac, celle qui met beaucoup de lac dans ses cheveux. La Dame du Lac, qui sera donc celle qui transmettra l'épée à Arthur et qui aura donc une très grande importance puisqu'elle suivra Arthur, le guidera et lui transmettra donc bien sûr Excalibur. Donc il s'agit d'une adaptation très originale, très personnelle de Frank Miller et de Tom Wheeler, où grosso modo Nimue n'est pas juste grosso modo un esprit extraordinaire, c'est au départ une jeune femme qui fait partie des Fae, c'est-à-dire, je vais traduire ça grossièrement par les êtres féeriques d'Angleterre, grosso modo, du monde, mais en tout cas d'Angleterre, qui grosso modo réunissent des centaures, des hommes boucs et des choses comme ça, mais aussi des hommes oiseaux et des mages, grosso modo le monde de la magie, je caricature, et donc elle naît dans cette culture-là, et très tôt on comprend que elle est maudite, a priori elle aurait un pouvoir qui dépasse le pouvoir de tous les autres, elle serait capable de rentrer en contact notamment avec ce qu'on appelle les invisibles, je caricature en disant grosso modo c'est les esprits de la forêt, mais c'est un pouvoir extrêmement puissant qu'elle n'arrive pas à contrôler, mais qu'elle est la seule à pouvoir grosso modo appelée, et donc elle est très importante dans son histoire, et au début de l'histoire elle essaie de s'enfuir de chez elle parce que elle veut fuir un peu ce destin, elle n'a pas envie d'y faire face. Malheureusement, au même moment, les paladins rouges, je vais clairement raccourcir en disant que c'est l'Inquisition, poursuivent les faits et essaient de les faire disparaître au nom du dieu unique, et ils essaient notamment de récupérer la fameuse épée des rois, Excalibur, épée des fées, qui permettrait donc à l'église d'avoir le pouvoir sur, grosso modo, qui est roi en Angleterre, et le mieux ce serait de choisir un roi qui bien sûr veut introniser l'église et l'inquisition à la domination de l'Angleterre. Dans ce contexte déjà tortueux, Nimue se retrouve donc confronté aussi à Pendragon, qui vient donc roi d'Angleterre, qui a comme bras droit Merlin, et qui essaye donc d'asseoir son autorité sur la couronne d'Angleterre en récupérant l'épée des rois, bien sûr Excalibur, et qui demande donc à son mage attitré, Merlin, d'aller la récupérer. Ce serait trop facile si ça s'arrêtait là, puisque en parallèle de ça, notre cher Merlin a une histoire déjà passée avec l'épée Excalibur, et en fait très tôt on comprend qu'il ne la cherche pas pour la récupérer, mais bien pour la détruire, parce qu'il considère que c'est une épée dangereuse. Et encore en parallèle de ça, on a un roi qui arrive du Nord, qui s'appelle le roi des glaces, qui estime être plus, légitime au trône d'Angleterre, et qui veut donc faire tomber Pendragon, et qui bien sûr, en apprenant l'existence de l'épée, et qu'on l'a retrouvée, aimerait la récupérer pour, bien sûr, devenir le roi légitime. Tout ce beau monde va donc se retrouver à courir après Nimue, puisque l'épée, bien sûr, va venir à personne d'autre qu'à Nimue, la Dame du Lac, celle qui est supposée
donc avoir Excalibur et la transmettre à Arthur. Arthur étant lui à ce moment-là un jeune fils de noble qui a essayé grosso modo de se défroquer, c'est-à-dire d'aller vivre un petit peu une vie de mercenaire, et qui n'a pas beaucoup de principes, et que quand il rencontre Nimue, grosso modo c'est un peu le coup de foudre, et on comprend très très vite que leurs destins vont être liés à des situations tragiques, puisqu'on parle bien d'inquisition, de massacre de femmes, d'hommes, de femmes et d'enfants, dans un contexte où grosso modo le racisme anti-fée est relativement élevé. Et ceux qui ont dit que c'était la France de 2020, oui, vous êtes plutôt dans le vrai, oui. Dédicace à tous les frères en France, dédicace à tous les banlieues, toutes les cités de la France, nique sa mère, on s'en bat les couilles, nous. Mais alors, pourquoi vous parlez de Cursed? Ben, c'est pour vous dire que c'est pas bien. Mais alors, dire que c'est pas bien, ce serait un petit peu trop rapide, ce serait dommage de s'arrêter là. Oui, vous savez très bien que je parle trop, donc ce serait dommage de ne pas faire des grandes circonvolutions, d'aller au centre du sujet. Non, mais en fait, grosso modo, ce qui ne fonctionne pas chez Cursed, c'est à plusieurs niveaux. C'est une série qui a plein de bonnes idées. L'idée de passer l'histoire non pas sur Arthur, mais sur Nimue, eh ben, c'est très intéressant. C'est franchement sympa. On a tout de suite une approche originale du problème, et son rapport à cette magie, l'idée de mettre en place cette culture des fées, est très intéressante, et très tôt elle donne de l'intérêt à la série, honnêtement, et le fait qu'elle soit la porteuse d'Excalibur et que Excalibur la choisisse est très intéressant. C'est vraiment une relecture originale du mythe, donc, d'Arthur, et je trouve que ça a... c'est simplement une bonne idée, purement et simplement. Le problème, c'est que tout ce qui va soutenir cette idée de base, et ces quelques idées de base, va être systématiquement foiré, et je vais vous expliquer pourquoi, élément par élément, ce sera beaucoup plus efficace. Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Commençons par le début, les décors, et je vais mettre dedans les effets spéciaux. Vous connaissez Game of Thrones, série extrêmement bien produite, qui dès sa première saison mettait des claques. Les châteaux avaient l'air de châteaux médiévaux, on croyait à l'univers de Game of Thrones tout de suite. Les premiers marchands morts sont terrifiants et ressemblent vraiment à des monstres terrifiants inarrêtables. Cette menace est dès les premières séquences de Game of Thrones, de la saison 1 de Game of Thrones, de l'épisode 1, donc autant dire que ça marche tout de suite. Toutes les intrigues de cour, qui sont pourtant tournées en studio, et ça se voit, on y croit parce que c'est extrêmement bien écrit et que les personnages ont une base particulièrement solide. Bien sûr, ça venait du livre de George R. Martin, mais en tout cas, c'était bien adapté. Et donc, on avait des décors, des costumes, et dès qu'on était face à des créatures de l'ordre de la magie, du fantastique et autres, c'était juste extrêmement bien fait. Il n'y avait quasiment jamais de fausses notes. Tout ça pour vous dire que dans Cursed, c'est un peu tout l'inverse, c'est-à-dire que dès le début de la série, il y a des problèmes. Les fées on est supposé être dans une période où les fées sont pourchassées et leur vie va mal. On est vraiment dans une phase d'extermination. Or, dès qu'on est face dans le village de Nimue où les fées vivent, et ben tout est trop lisse. Ils sont trop bien habillés, c'est trop propre, c'est trop... Ils sont pas du tout en danger. On n'a pas du tout l'impression que dans le pays, une inquisition est en train de tout raser. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils sous-estiment le problème, mais en fait non, on vous fait comprendre très très vite qu'ils savent que le problème est grave et que c'est en train d'arriver. Donc les costumes trop lisses, les coiffures trop bien faites, tout ça ne correspond pas à l'urgence de leur contexte. Et très très vite, visuellement, ça ne nous fait pas comprendre, et quand je dis comprendre, c'est émotionnellement ressentir l'urgence de leur situation. Donc déjà les décors et les costumes, c'est pas bon. C'est bien fait, c'est propre, mais c'est pas bon vis-à-vis du sens. Et ensuite, l'idée de mettre des fées, donc des personnages fantastiques, je parlais de centaures, mais le terme n'est pas juste, vous savez, c'est les êtres boucs, ce genre de choses. Super idée. Le problème, c'est que c'est mal fait, et que d'autres séries l'ont mieux fait dernièrement. J'ai fait une critique notamment de Carnival Row pour vous parler de ça. C'était très réussi, les hommes boucs. Je trouvais que ça marchait extrêmement bien, et ça venait de deux éléments simples. Un, l'écriture des personnages était réussie et avait réellement de la densité vis-à-vis de leur culture. On sentait pas seulement que c'était des êtres boucs, on sentait qu'ils avaient quelque chose dans leur culture, un rapport à l'ostracisme, au racisme auquel les renvoie, et un désir non pas clairement aussi de s'intégrer dans la société humaine, mais aussi de mettre des claques à la société humaine en leur prouvant qu'ils ont sous-estimé leur race. Donc c'est extrêmement juste comme écriture, on a clairement une métaphore dans Carnival Row de la non-acceptation des Noirs, et le fait est que le personnage qui est un bouc dans la série et qui vit complètement exactement ce que je viens de vous expliquer, donc ce désir de s'intégrer et en même temps de faire la leçon aux humains, est noir. C'est pas du tout anodin, on est bien d'accord.
Et bien on n'a pas du tout cette intelligence dans Cursed, puisque très vite les fées sont résumés à être des êtres magiques qui doivent fuir, mais sont très mal singularisés, les personnages étant brossés de manière très rapide et manquant vraiment de profondeur. Globalement, Nimue en tête, je reviendrai là-dessus après. Sur le casting notamment pour parler des personnages. Mais vous voyez la problématique. Et ça renvoie à un deuxième élément qui est lié aux effets spéciaux. Il faut que ça paraisse vraisemblable. Alors quitte, il vaut mieux mettre dans un costume énormément de moyens, quitte à être un peu cheap et à donner l'impression qu'il en reste très peu déjà, de cette race-là, ou quasiment qu'un seul, plutôt que de multiplier les personnages et les effets spéciaux de personnages comme ça quand on n'en a pas les moyens. Et s'il y a un truc terrible, c'est que les 3/4 du temps, quand on a des personnages avec des cornes qui apparaissent à l'image, ça fait cheap, c'est pas réussi. On sent vraiment le coup du costume vite fait, j'ai mis les cornes sur la perruque, et puis voilà, ça va passer, les gens vont pas le remarquer. Et ça rame, ça enlève énormément de vraisemblance à la série, ça lui fait beaucoup de mal. Du coup, dès les décors et dès les effets spéciaux, la série a du mal à être vraisemblable, à nous faire rentrer dans son univers. Et on a l'impression que pendant que la série se crée, il cherchait encore à savoir où était son identité. À l'aube de séries Netflix qui mettent des coups de pied dans le cul, comme, même pas Netflix, Amazon Prime, comme Carnival Row, dans un univers d'heroic fantasy rendu réaliste et beaucoup plus dense, ou avec des séries comme Game of Thrones qui depuis qui en 8 ans ont mis des claques et des coups de pied au cul à toutes les séries d'heroic fantasy, et je parle même pas dernièrement de The Witcher qui avait peu de moyens, mais qui a eu l'intelligence de faire peu d'épisodes pour justement limiter les erreurs de maquillage et qui du coup s'en sortait vivant alors que certains maquillages étaient ratés. Je vous renvoie aussi à ma critique de The Witcher si vous voulez connaître mon point de vue sur cette première saison. C'est qui ont eu l'intelligence de réduire leurs effets spéciaux ou leurs épisodes pour justement trouver le bon truc, ou qui se sont mis les moyens financiers pour y arriver. Cursed est juste maladroite et rate clairement le coche dès la ligne de départ de la course. Décapité, vidé, plumé, c'est ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Le casting en ce sens ne va malheureusement pas régler le problème. Dans le rôle titre, on a Catherine Langford qui s'est fait beaucoup connaître ces dernières années, en étant notamment le rôle titre de la fameuse série polémique 13 raisons pourquoi, 13 Reasons Why, qui tournait autour de l'histoire d'une jeune femme qui se suicidait et qui laissait donc 13 cassettes pour expliquer les raisons de son suicide. Série très polémique et très complexe, sur lequel il faudrait vraiment que je fasse un travail de fond, parce que pour faire court sur 13 Reasons Why, je trouvais la saison 1 particulièrement mal écrite et très problématique sur la question du suicide et de l'adolescence. Je trouvais vraiment qu'elle faisait erreur sur erreur. Et la deuxième saison, ils ont demandé à Greg Araki de venir travailler avec eux, et comment dire, ça sent que le mec sait de quoi il parle, et d'un seul coup la série devient très bonne, voire même excellente. Et la saison 3 est excellente. La saison 2 était déjà très très bonne, mais la saison 3 est excellente. Il y a vraiment eu un bon qualitatif entre la saison 1 et la saison 2 qui est dingue. La saison 1 était attaquable de tous les côtés en termes polémiques, il y avait vraiment énormément de problèmes, et dès la saison 2, c'est pas qu'ils ont tout rectifié, c'est qu'ils ont fait venir des gens qui savaient de quoi ils parlaient, de ce que c'était l'adolescence, et qui savaient le montrer. Greg Araki en tête, pas seulement, mais Greg Araki en tête, et d'un seul coup, c'était bien meilleur. Tout ça pour dire, Catherine Langford a donc eu la chance de jouer dans cette série, et s'est fait beaucoup connaître dans le rôle titre de la jeune fille qui se suicide, et elle est très bien dans le rôle, je trouvais qu'elle était vraiment bien de 13 Reasons Why. De là à dire que c'est une excellente actrice à qui j'aurais donné le rôle titre d'une jeune femme pourchassée, qui voit ses amis, sa famille se faire massacrer dès le premier épisode, être marquée par ça, et devoir donc porter en elle une forme de colère, une forme d'accoutumance à une forme de magie dangereuse, je reviendrai là-dessus dans la partie scénario, et de devoir devenir le symbole d'une certaine forme de marginaux, on est dans le cas typique de l'erreur de casting. Je vais être très honnête avec vous, j'ai rien contre Catherine Langford, mais je ne trouve qu'elle n'a pas le charisme ni les fêlures pour pouvoir porter un tel personnage. Ça ne marche pas. Et du coup, ça fait beaucoup de mal à la série d'emblée. Parce que le personnage de Nimue pourrait être très intéressant, son trajet dans la série pourrait être très intéressant. Mais il manque de densité, et l'incarnation que Catherine Langford lui apporte manque clairement de densité. Cela s'ajoute au fait qu'ils ont fait ce choix assez intéressant de caster un Arthur qui est joué par Devon Terrell, jeune acteur que j'avais pas vu dans d'autres choses, je sais pas, j'avais jamais vraiment remarqué, et qui est limite un Arthur qui est supposé avoir du charme, mais je trouve pas qu'il en a des masses. C'est plutôt un beau garçon, mais sans plus. Mais il a l'air la plupart du temps assez bête, espiègle dans le sens un peu con,
Et du coup, tout son revirement moral dans la série ne fonctionne pas très bien. Bref, je vais pas jeter la pierre à Devon Terrell plus longtemps, c'est juste un acteur de série B. Là où Catherine Langford, je trouve, est quand même une actrice de série A, je pense qu'elle peut faire des séries plus hautes, même si je pense pas qu'elle aurait le premier rôle, je la verrais dans des séries A. Je verrais pas Devon Terrell dans une meilleure série que celle-là, très honnêtement. Sachant que j'estime que Cursed est une série moyenne, voire très moyenne. Donc, voilà. Et ça, c'est le deuxième coup qui fait mal. Leur couple est supposé porter la série, et honnêtement, c'est pas très intéressant. Sachant qu'en plus, rien n'est très original dans leur relation. Je reviendrai là-dessus dans la partie scénario. Je finirai juste le casting par la bonne idée du casting, qui est Gustav Skarsgård, Floki dans la série, notamment Vikings, qui était très bon dans la série, qui joue donc le rôle de Merlin, et qui propose une composition intéressante. Merlin étant au début de la série un mec ivre, comme ça, tout le temps bourré, qui sent clairement désillusionné, qui, sans l'épée Excalibur le rappeler, qui donc repart en quête, qui reprend espoir, et qui va donc se confronter à plein de démons, plein de choses qu'il a fait de mal au travers des années. Un Merlin vraiment, pour le coup, correct, intéressant, qui malheureusement se heurte à de grosses erreurs d'écriture et à des gros problèmes de twist, dont je vais parler dans la partie scénario après sans trop spoiler. Mais Gustav Skarsgård, c'était la bonne idée du casting et il est vraiment très bien. Je pourrais vous parler du reste du casting, mais le reste du casting est simplement... C'est un casting de série B faible, sans réelle envergure. J'ai personne à défendre dedans, très honnêtement. On est supposé avoir un personnage très dangereux et costaud qui est ce qu'on appelle le moine larmoyant et qui est un peu le chasseur de fées, le tueur de fées, qui bosse pour les paladins rouges et tout. Oui, il a du charisme un peu, quoi. On met une cagule sur un gars et on lui met des larmes. Bon, c'est pas... Il est plutôt joli garçon, voilà. Mais c'est franchement pas terrible. Daniel Sherman, qui joue ce rôle, n'est pas un acteur extraordinaire non plus. Alors, il est bien, je trouve que quand il enlève la cagoule et le dilemme du personnage qui apparaît tardivement dans la série est pas inintéressant. Mais de là à dire que qu'on a envie absolument de le voir dans une saison 2... J'irai pas jusque là, même si on peut lui donner un peu de charisme quand même. Oui, j'allais oublier de parler de Peter Mullan qui joue le rôle du père Carden, qui est le chef des Inquisiteurs. Peter Mullan qui est un acteur anglais qui a énormément d'expérience et qui est bien dans le rôle, il n'y a pas de souci. Son personnage n'allant pas très très loin, mais il est bien. C'est le cas classique du gars qui s'est un peu placé, qui est un peu un fou de Dieu, certes, qui croit en son truc, mais qui s'est aussi un peu placé parce qu'il venait d'une souche pauvre et qui a donc trouvé dans l'église une manière de monter. Bon, rien d'extraordinaire, mais il le fait bien, je trouve. Et puis en plus, ça me donne l'occasion de vous parler d'un film qu'il a réalisé qui s'appelle The Magdalene Sisters, qui parle des fameuses couvents de Sœur Madeleine. Horrible couvent. Un truc mais tellement dégueulasse que c'est typique de l'église catholique, tout simplement. C'est là où on envoyait les jeunes femmes qui se faisaient violer en leur disant « Ah, vilaine, tu t'es fait violer, haha, va là-bas et on va te tabasser pendant des années pour ce que t'as fait. » Vous voyez le genre? C'est le genre de truc. Je vous conseille de voir ce film, The Magdalene Sisters. Il n'est pas toujours subtil dans sa forme, mais il raconte une histoire qu'il faut connaître et qui est horrible. Et pour ça, merci Monsieur Peter Mullan. Que c'est beau, la vie. Je pourrais, bien sûr, vous parler des chorégraphies foirées, et qui sont vraiment foirées, qui font du mal à la série. Non, disons qu'elles sont pas... C'est pas qu'elles sont mal faites, c'est que les 3/4 du temps, on sent que les chorégraphies n'ont pas eu le temps d'être travaillées, il n'y a pas eu les moyens qui ont été donnés dans les répétitions entre les acteurs, les cascadeurs ou autres, ce qui fait que du coup, ça rame un peu. Il y a de bonnes idées, mais ça fonctionne pas, et du coup, c'est assez risible. Très vite, les scènes de combat à l'épée sont... Il y en a peut-être 1 sur 10 qui fonctionne, quoi. Donc, et il y en a pas mal dans la série, donc bon. Et je parle même pas à côté des erreurs stratégiques monstrueuses qui sont faites et qui sont flagrantes. Il y a des personnages qui doivent se réunir, qui doivent se réfugier dans une grange parce qu'ils sont encerclés par les moines paladins. Et sans aucune raison, les moines mettent, je sais pas, 10 jours, je caricature, mais 10 heures à se dire, bah tiens, on va peut-être tirer des flèches enflammées pour faire cramer le moulin, histoire de les faire sortir. Enfin... Tout est extrêmement lourdingue. Quand il s'agit de stratégie, la série est globalement d'une naïveté et d'une invraisemblance qui est assez incroyable. Bref, ça tire encore la série vers le bas en comparaison avec des séries comme Game of Thrones qui, sur grosso modo 7 saisons, ont parlé de stratégie militaire et ont montré des choses beaucoup plus intéressantes, qui ont montré des séries qui ont montré des bien meilleures chorégraphies de combat que celle-là. Game of Thrones en tête, évidemment. Mais par exemple, je trouve aussi en tête des chorégraphies de combat, The Witcher. Excellente chorégraphie de combat dans The Witcher, magnifique, spectaculaire, violente, géniale. Game of Thrones aussi on a des excellentes, mais dans The Witcher, c'est bien sympathique. Bref, à comparer, Cursed est
à 10 ans de retard, voire même plus, à 15 ans de retard, c'est terrible. Donc j'aurais pu faire une parenthèse là-dessus, mais je vais vous parler du scénario, parce que le vrai truc du scénario, c'est qu'il y a plusieurs bonnes idées. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est le rapport entre Merlin et Nimue qui finissent par se rencontrer, et ils ont un rapport qui est très intéressant à la base. Ça donne lieu probablement aux meilleures séquences d'ailleurs de la saison et de la série. Nonobstant, à chaque fois que le twist, le moment fort de leur relation arrive, il est à chaque fois handicapé par des erreurs d'écriture du genre... Ça se résume par exemple à des oppositions du genre « Ah, je deviendrai pas comme vous » ou à des conneries de genre là, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors « Je veux te protéger mais c'est maladroit, c'est tellement maladroit, il faut absolument que tu ailles parce que je veux te protéger maintenant de toutes mes forces. » Alors que c'est mal vu, c'est pas assez intelligent pour le personnage, bref. Il y a vraiment globalement un manque de constance dans l'écriture et chaque bonne idée finit par tomber à plat. Je vous donne un autre exemple. Les personnages qui vont composer la table ronde arrivent, pas tous, mais les uns derrière les autres dans cette première saison de manière surprenante. Arthur étant black, ce qui est pour le coup frondeur et plutôt cool, moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc sa sœur Morgane étant aussi elle black, basanée, moi je trouve ça intéressant, j'aime bien l'idée hein, donc d'avoir ce sous-discours racial, hyper intéressant. Mais encore une fois, comme le casting n'est pas très intéressant, et ça tombe à plat, on n'a pas le temps d'apprécier cette idée. Et c'est constamment comme ça. Le scénario est constamment comme ça, il a constamment un wagon de retard. Ces originalités sont toujours mises à mal ou par la mise en scène, ou par les décors, ou par les effets spéciaux, ou par les dialogues qui sont trop naïfs. Il n'y a quasiment aucune idée de la saison qui fonctionne. On a un vrai twist surprenant dans l'avant-dernier épisode, et c'est pas mal autour du personnage de Pendragon, et c'est pas mal. Mais sinon, c'est pas un twist, mais c'est plutôt bien vu, c'est un vrai moment. La série essaye de faire des effets chocs à la Game of Thrones, mais n'a absolument pas compris comment ça marchait. Notamment en faisant mourir des personnages auxquels on n'était pas spécialement attachés. Et en essayant de nous amener vers des twists où on se dit, mais en fait, on l'a senti venir à 10 km, et c'est en plus pas très original. On se doutait que ça finirait par arriver, bref. Je peux pas développer des masses parce que je veux pas spoiler. Si vous voulez découvrir cette série, allez-y malgré tout. Il faut toujours vous faire votre avis à vous. Mais je vais être clair, Cursed est une série qui a tellement de problèmes... C'est impressionnant, et pourtant l'idée de base est vraiment intéressante, encore une fois. L'histoire du roi Arthur vue du point de vue de Nimue, qui va être elle en fait, la défenseuse de sa race, qui va utiliser Excalibur, qui va avoir, oui, autre idée intéressante de scénario, Excalibur est en fait une sorte de drogue qui alimente ton désir de guerre et booste tes pouvoirs magiques. C'est hyper intéressant. Mais je vais être honnête, c'est très très mal mis en scène, et Catherine Langford ne sait pas jouer l'addiction. Donc ça tombe à plat, c'est assez terrible. Et pourtant il y a de bonnes idées, la série a des vrais moments gore et violents, l'épée lui fait faire de sales trucs, c'est une bonne idée. Mais c'est très mal exploité. Bon, vous avez grosso modo compris où je voulais en venir là. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Et oui, c'était le moment bien sûr de la question vite répondue. On m'a posé une question très sympathique sur Instagram. Merci encore à ceux qui m'ont posé des questions sur Instagram. N'hésitez pas à les poser, hein. Je répondrai dans des podcasts futurs, il n'y a aucun souci, merci à vous. J'ai une petite liste devant moi, mais n'hésitez jamais, ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, j'y réponds avec... grand plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, c'est encore une question qui tourne autour de moi. Alors, vous pouvez me poser des questions sur le cinéma, hein, c'est un petit peu le sujet. Mais bien sûr, si vous voulez poser des questions sur moi, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. J'y répondrai, à moins que ce soit évidemment indécent ou de l'ordre de ce que j'appelle l'impudeur. J'en parlerai à l'occasion si on a franchi cette limite. C'est un sujet en soi que je trouve très intéressant. Bref, on m'a posé la question suivante. D'où te vient cette passion et cette appétence pour le cinéma et ses rouages techniques, esthétiques? Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Vous vous intéressez évidemment à mon intelligence extraordinaire, vous avez bien raison. Ce serait dommage de passer à côté. Comment un être aussi lumineux, aussi génial, aussi extraordinaire a pu arriver un jour à faire un podcast aussi fabuleux que celui d'un mec qui parle trop, et donc à inaugurer The Good Post qui chaque semaine vous emmène vers les sphères de l'intelligence et du haut de la pyramide humaine. Ta gueule! Ta gueule! Eh bien, comme je le disais dans le message Instagram, ma source, je pense que le premier film qui m'a vraiment donné envie d'aller vers l'audiovisuel, vers la création, vers l'artistique audiovisuel, c'était Akira. Il se trouve que j'ai adoré ce film, c'est un film qui m'a littéralement mis des claques, qui m'a retourné le cerveau, j'ai adoré Akira, sans le savoir, c'est simplement un film, je savais pas comment recevoir ce dessin animé là. Je l'ai regardé en pensant que ça allait être un dessin animé, je l'ai découvert, j'avais 10 ans,
Et j'étais fasciné par le personnage de Tetsuo, je m'y reconnaissais complètement. Si vous connaissez pas l'histoire d'Akira, je caricature, je ferai probablement d'énormes vidéos sur Akira, donc c'est un sujet donc, que je développerai en long, large et en travers. Mais grosso modo, Tetsuo, c'est un petit peu le cas d'école du garçon qui est frustré d'être un petit peu en dessous des autres, et qui à un moment donné a l'opportunité de devenir très fort, et qui va du coup déverser de manière complètement irrationnelle sa colère, sa haine envers tout le monde, même ses amis, même les gens qu'il aime, et envers la société en général. C'est cette fameuse étape de l'adolescence où on est un peu, on se sent ostracisé, même si c'est pas forcément vrai. Et j'ai eu une période de ma vie où je ressentais ça, et ce film m'a tellement parlé de ça avec justesse, m'a tellement montré à quel point c'était aussi une voie qui ne pouvait mener qu'à l'autodestruction. Enfin voilà, c'est un film qui m'a juste boosté ma réflexion, ma sensibilité, qui a ouvert tellement de portes sur ce que je pensais. Mais dans le temps, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que je dessinais beaucoup dès que j'étais gamin. Et pendant longtemps, j'ai voulu faire de la bande dessinée. J'ai dessiné énormément, je dessinais très très mal, la plupart de mes copains se foutaient de ma gueule, à juste titre, hein, je dessinais pas très bien, bon voilà, c'est triste. Hein. Alors vous allez me dire, mes copains auraient pu me soutenir, mais bon, ils ont essayé de le faire, mais bon, vous savez comment c'est, hein, les jeunes sont cruels, c'est comme ça. Mais ça m'a pas empêché d'arrêter de dessiner, j'ai fait une section ensuite d'art appliqué, ce qui était la meilleure section à l'époque pour pouvoir continuer à développer mon travail artistique. J'ai fait de l'art plastique à la fac, et au travers de mon chemin, j'ai eu l'occasion, dans cette section-là, avec beaucoup de chance, j'ai été très chanceux d'avoir du matériel audiovisuel, et je me suis rendu compte que j'aimais filmer, mais ça a mis du temps. Je suis d'abord allé de la bande dessinée vers le dessin animé, puis j'ai commencé à faire des dessins animés moi-même, et je me suis rendu compte que c'était très laborieux, que j'adorais ça, mais qu'en même temps c'était pas un boulot qui demandait autant de labeur dans la mise en image que je voulais des images plus rapidement, donc je suis allé naturellement vers la fiction, et puis en fin de fac, j'ai eu l'occasion de faire une section de documentaire, je me suis rendu compte que j'adorais aussi ça, donc mon premier vrai film personnel produit dans un cadre professionnel et diffusé à la télé est un documentaire, et j'espère un jour encore faire des fictions. J'ai fait quelques petits courts-métrages avec mes moyens, mais c'est franchement pas terrible. J'ai eu la chance de faire un court-métrage cette année pour la petite histoire en participant au concours de In the Panda qui s'appelait Tu vas faire un film 2, et j'ai eu l'énorme chance d'avoir mon film sélectionné. Ils ont été extrêmement généreux parce que c'est un film où j'avais vraiment pas beaucoup de moyens pour le faire, et j'en suis très fier. J'aime beaucoup ce film, mais je pensais franchement pas être au niveau des autres films que j'ai vus dans les 500 films qui ont été envoyés, et j'ai fait partie des 30 derniers, et c'est un honneur incroyable. J'estime toujours que j'avais pas ma place là, hein. Honnêtement, quand j'ai vu les 500 films, c'est incroyable, il y avait des films qui étaient extraordinaires, donc voilà, mais j'en suis très fier, et je ne saurais jamais dire assez merci à Thomas Combray et à In the Panda d'avoir créé le concours et de m'avoir sélectionné. C'était un honneur incroyable. Bref, j'arrête ma petite parenthèse suçage de bite. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Tu parles bien quand tu veux. C'est ta bouche qui m'inspire. Donc voilà, mon plaisir de l'audio vient de tout ça. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait des études d'art plastique et d'art appliqué. On te pousse, on t'incite à parler d'art, et je me suis rendu compte que j'aimais en parler, avec mes amis, que j'aimais en parler avec des gens, que j'aimais en parler. J'ai travaillé dans les musées aussi, j'avais le temps d'en parler avec les visiteurs, avec d'autres gens que je rencontrais, d'autres vacataires, et j'ai eu le temps de me rendre compte que j'aimais parler de ça, que les gens comprenaient ce que je voulais dire, qu'ils aimaient écouter quand j'en parlais, que j'avais peut-être quelque chose à dire à cet endroit-là, et c'est ce qui a renforcé mon désir de connaître mon milieu, l'audiovisuel, l'art en général, puis l'audiovisuel de manière plus profonde. Et c'est ce qui m'a donné cette envie à un moment donné, de manière assez irrationnelle, de commencer à faire donc cette chaîne YouTube il y a maintenant déjà 5 ans, de chercher un petit peu ma forme et de faire donc ce podcast, de me rendre compte que j'avais envie de parler longtemps, pas de simplement vous parler 5-10 minutes, que ça me suffisait pas, que j'étais frustré, qu'il y avait tellement de choses à dire, que je trouvais que c'était plus subtil, plus dense que ça, qu'il y avait moyen de s'amuser. Et donc voilà, parce que tu posais la question dans ta question de mon appétence pour ça, ça vient de là, c'est simplement que j'aime en parler, et je me suis rendu compte que les gens aimaient écouter. Alors, encore une fois, je rigole souvent sur le fait que vous êtes des milliards à m'écouter, c'est loin d'être le cas, mais je suis honoré énormément que vous m'écoutiez tous, c'est un vrai bonheur chaque semaine de me rendre compte que vous êtes là, fidèles. Et en parallèle de ça, j'ai aussi mon petit cheval de bataille. C'est pas seulement de l'appétence et de la passion, c'est aussi une croyance, on va dire un peu... allez, on va utiliser un mot un peu fort politique, qui est que dans la passion, il y a vraiment ce qui nous définit. Et je pense qu'on a tous intérêt à essayer de s'expliquer ce qu'on aime. On peut, chacun les uns les autres, ne pas être curieux de tous les domaines. Mais si on rencontre un jour quelqu'un X ou Y qui nous explique un domaine et qui nous amène à nous intéresser à ce domaine alors qu'a priori on ne s'y intéressait pas, c'est inestimable ça. On reçoit quelque chose de fondamental qui est dans le domaine et qui va au-delà du domaine. C'est ça qui est formidable.
J'ai eu un prof d'histoire qui était hyper drôle quand j'étais au lycée, que j'aimais beaucoup écouter, qui était quelqu'un qui mettait énormément d'énergie et de générosité à raconter les choses en mettant beaucoup d'humour. On pouvait ne pas aimer son humour, mais il essayait, il transcendait son domaine. Et grâce à lui, j'ai mieux retenu les incidences de l'histoire. Pas forcément les dates, mais l'importance de l'histoire, l'importance de connaître l'histoire. Si j'avais pas eu ce prof-là, peut-être que je m'en serais pas rendu compte. Et c'est vraiment des profs qui m'ont fait me rendre compte que quand j'avais des passionnés devant moi, il y avait autre chose qui se passait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère, avec un mec qui parle trop, avec The Good Post, toujours vous transmettre d'abord et avant tout ma passion de ce milieu, mon plaisir de vous en parler. Et j'espère aussi donc des éléments concrets, des éléments pour vous amener à dépasser peut-être certaines idées que vous avez préconçues sur l'audiovisuel, sur l'art en général, et finalement, à travers tout ça, sur les gens. Et en fait, en vous en parlant, je m'amène moi-même à essayer de dépasser mes propres idées, mes propres préconceptions. Je suis sûr de rien du tout. Voilà, mon appétit de base, il est là. C'est dans mon plaisir d'échanger avec vous et qui sait peut-être essayer d'aller un peu plus loin que ce que j'aurais été si je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler. Donc, merci à vous d'abord de m'écouter. Bonsoir, et donc la conclusion de ce podcast sur Cursed, d'un mec qui parle trop, on l'a tous compris. L'idée de base était intéressante, mais il trouve ça mauvais. Mais il ne sait pas, il n'a pas compris que les royautés ne peuvent pas être critiquées comme ça. On ne peut pas dire à des gens qui ont, dans leur lignée, dans l'obligation de vivre, dans le cas de Nimue, elle est maudite par sa royauté, d'être dans cette situation. Et moi, Stéphane Bern, je vais rendre honneur à cette série qui est une excellente série sur les difficultés des rois et des reines de nos bons pays. Pendragon est en grande difficulté avec sa mère et l'histoire est passionnante. Son bras droit Merlin est un traître, un fiefé Falentin, et il a du mal à y faire face. Le roi du Nord est constamment attaqué par sa cousine, soutenu par ses enfants, mais vit un véritable déchirement familial, et la série le montre très très bien. Et le pape, sa sainteté, le pape, a des hommes autour de lui qui n'ont pas compris l'importance céleste de sa mission. Voilà la réalité de Cursed. Donc n'écoutez plus jamais un mec qui parle trop, ni sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur Facebook, et n'allez surtout pas sur son podcast qui se trouve sur son blog unmecquiparletro.wordpress.com. Oubliez toutes ces calembredaines, ces bilvesées, et merci encore beaucoup pour votre écoute. Je suis bien sûr très honoré. En fait, vous êtes des merdes et j'ai surtout envie de vous parler de gens qui sont plus importants que vous. Merci. Un mec qui parle trop, 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 qui parle trop. C'était The Good Post et c'est déjà fini. T'as kiffé, t'as rigolé, mais c'est déjà fini. Quand c'est une sous-merde, il massacre les chansons. Que tu aimes écouter, alors abonne-toi et il arrêtera de chanter. C'est un mec qui parle trop.